RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi Politique sur France 24 et RFI en compagnie de Frédéric Rivière et notre invité Hubert Védrine. Donc on va parler de politique étrangère dans cette deuxième partie. Donc les ministres de la Défense de la coalition qui lutte contre Daesh sont à Paris. On ne sait pas quand la ville de Mossoul, la deuxième ville d'Irak à majorité sunnite, mais composée de Turkmènes, Kurdes, Arabes, chrétiens, complexe, quand est-ce qu'elle sera libérée? Donc cette ville qui est très complexe, tout comme la coalition d'ailleurs, et la seule question qui vaille, c'est le jour d'après. Qui va contrôler cette ville? On écoute François Hollande et on en reparle. L'enjeu, c'est l'avenir politique de cette grande ville, de la région et de l'Irak. Et les pays de la coalition sont aussi là pour aider à la mise en place d'une gestion qui inclura toutes les composantes qui constituent la population de Mossoul. Tous les groupes ethniques, tous les groupes religieux devront être représentés. Et la paix tant attendue sera alors au rendez-vous. Voilà, ce seront les Irakiens qui décideront où il y aura ce qu'on appelle une sorte d'interventionnisme politique. Les Irakiens ne peuvent pas décider tout à fait seuls, parce qu'il y a l'influence iranienne, l'influence turque, l'influence américaine qui joue le rôle essentiel en soutien de la reconquête de Mossoul. Ouais, enfin, avec les Turcs, c'est tendu en ce moment. Justement. Oui. Mais en tout cas, ce n'est pas les Irakiens seuls. Donc je trouve ça bien que la France, qui joue un rôle, disons, marginal, même s'il est respectable dans l'affaire d'Irak, alors que la France joue un rôle au Sahel qui est déterminant. À cet égard, la décision de François Hollande dans l'affaire du Mali était remarquable, rapide, efficace, etc. Au Moyen-Orient, c'est un peu différent. Suivi d'un processus politique. Oui, alors au Moyen-Orient, c'est un peu différent, mais le fait de dire ça maintenant nous permet peut-être de rentrer dans le jeu, alors pour des tas de raisons, on s'est trouvé notamment dans l'affaire de Syrie, finalement hors jeu, à partir de positions honorables sur le plan déontologique. Oui. Mais quelle est la portée de ce propos si le rôle de la France est marginal? Parce que personne n'a de solution tout à fait claire sur la suite, et faire en sorte que dans l'Irak de demain puissent à nouveau cohabiter les chiites majoritaires qui gouvernent, mais qui ont été sectaires contre les sunnites pour se venger, les Kurdes qui veulent garder un maximum d'autonomie, etc. La France alors peut se retrouver dans un de ses rôles historiques, qui est l'ingénierie d'idées. La France inventeur, la France a apporté beaucoup à la création du système ONU, multilatéral, européen, etc. Donc il y a un rôle possible pour la France. Alors après, oui, bien sûr, il faut partir de ce que dit le président, c'est-à-dire la cohabitation nécessaire en sécurité. Il faut que les différents groupes se sentent assez en sécurité pour accepter de revivre ensemble. Mais la France peut avancer des idées, faire des propositions. Et je ne vois pas pourquoi les autres refuseraient, même ceux qui ont des positions antagonistes. Les Américains n'ont pas raison de refuser des idées françaises, ni les Russes. Donc là, il y a un vrai rôle à jouer. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est très compliqué. Ça paraît assez utopique quand on... Non, mais c'est bien d'essayer. Ouais. Il y a plein de choses utopiques. Quand on parle de la paix au Proche-Orient, Israël-Palestine, bon... Non, mais là, les Turcs rentrent dans le jeu et c'est pas chose... C'est inévitable que les puissances autour... Mais vous savez, dans le Moyen-Orient, des agrégations, aucune des puissances de la région ne peut imposer complètement son plan. Ni l'Iran, ni la Turquie, ni Israël, ni l'Égypte, ni l'Arabie. Mais chacune peut un peu bloquer les autres. Donc un pays de l'extérieur, mais qui n'est pas en position de domination ou d'hégémonie, qui a des idées sur l'avenir de l'Irak, demain ou après-demain sur l'avenir de la Syrie, ça peut jouer un rôle utile, je pense. Mais quelle est la solidité de cette coalition-là, dans laquelle il y a vraiment des rivalités qui ne demandent qu'à éclater? Oui, mais c'est mieux qu'une absence de coalition. Oui, donc, mais enfin, aujourd'hui, les États-Unis s'inquiètent des tensions très fortes. Non, mais c'est normal, ils s'inquiètent de la suite. Les Turcs et les miliciens chiites envoyés par l'Iran. Oui, si les désaccords avaient été tellement puissants, il n'y aurait même pas de convergence des coalitions. Il y a peut-être même pas une coalition, mais 2 ou 3 en fait. Il y a suffisamment de convergence pour que la récupération, la reconquête de Mossoul soit en route. Puis demain, celle de Raqqa. Vous voyez que les ministres de la Défense réunis se préoccupent. Les divisions ne peuvent pas faire capoter l'opération vers Mossoul. Si les divisions étaient tellement fortes, il n'y aurait pas eu d'opération. Donc il faut partir du fait qu'en dépit des divisions que l'on connaît, en dépit du fait que les militaires disent depuis longtemps,
nous, on peut mener cette mission à bien, mais qu'est-ce qu'on fait après comme solution politique? La coalition existe quand même. Il y a une convergence de facto entre les différentes forces. Tout le monde sait qu'il y a un problème après. Qu'est-ce qui gouverne Mossoul? Eh oui. Et est-ce que les intérêts des uns et des autres sont respectés? Je trouve que la France est dans son rôle, même si elle n'a pas les leviers essentiels en main, comme personne ne les a non plus. Ouais. Donc c'est pas mal que la France essaie d'anticiper, d'inventer, de proposer. Mais tout ça suppose qu'on se mette d'accord avec des pays avec lesquels on n'a pas forcément envie de travailler. Dans le cas d'espèce, il faut accepter un rôle des Iraniens et des Turcs. Ouais. Donc, comme beaucoup de choses à reprocher aux Turcs. Dans l'affaire de Syrie, on n'y arrivera pas sans une sorte d'accord avec les Russes. Alors etc., justement, etc. Et ça, on va parler de c'est la la Syrie. réalité du monde. Hein. Bien sûr. Ou alors on dit c'est trop compliqué, donc on va même pas tenter, mais c'est pas non plus une option, ça. Sur la Syrie, justement, et l'actualité, bien sûr, c'est cette ville déjà appelée martyr. Hein. On parle déjà de crimes de guerre, donc bombardée par les troupes de Bachar et son allié Vladimir Poutine. Vous appartenez, vous, à l'école réaliste en matière de politique étrangère. Alors, si vous êtes réaliste, est-ce que vous répondez à la question, faut-il rejoindre le camp syro-russe pour lutter contre l'État islamique? Vous dites... Non, je dis pas ça. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre école que l'école réaliste en politique étrangère. C'est bien pour ça que ça mène ma question. Les écoles irréalistes s'effondrent. Ça ne marche pas. Toutes les écoles utopiques, chimériques, ça ne marche pas au bout du compte. Donc la réalité rattrape tout le monde. Dans le cas d'espèce, c'était une erreur à l'origine d'abord de ne pas écouter les minorités chrétiennes de Syrie et du Liban qui disaient c'est un régime cruel, mais le suivant sera pire. Oui. Donc on a trop cru, je comprends pourquoi, mais on a trop cru que les gentils démocrates syriens étaient en mesure de prendre le pouvoir après une chute d'Assad. C'est une erreur partagée par tout l'Occident. Après, on a fait collectivement une erreur en croyant que les Russes allaient laisser tomber la Syrie. C'est évident depuis le début que non. C'est leur dernière emprise à l'extérieur. Oui. C'est très important. Il y a des bases. Il y a plusieurs dizaines de milliers de familles mixtes. Il y a la filière djihadiste russophone de Raqqa qui veut le contrôler par un régime ami, etc. Bon, donc on ne les rejoint pas. Comment? On ne les rejoint pas. Le réalisme ne nous amène pas à ça. On n'est pas obligé d'approuver ce régime qui est par ailleurs un régime de psychopathes aussi. Oui. Bon. On réouvre une ambassade à Damas? Alors là, pour le coup, je trouve qu'on n'aurait jamais dû la fermer parce qu'on confond une fait d'avoir une ambassade, ça ne veut pas dire qu'on approuve ce que fait le régime. Mais je pense qu'on n'évitera pas une sorte d'accord réaliste, et réaliste à la Kissinger, vous voyez, avec Poutine. On peut être furieux contre lui, on peut avoir peur de lui, on peut penser qu'il faut le dissuader, être plus fort, et tout ce qu'on veut, mais à un moment ou à un autre, il faut accepter qu'il soit dans le jeu, sinon nous, on n'y sera pas. C'est d'ailleurs ce que les Américains tentent. Mais Hubert Védrine, vous dites qu'il n'y a pas d'autre école que l'école réaliste, mais est-ce qu'il n'y a pas à la longue, est-ce qu'il n'y a pas une école manichéenne au fond? Oui, mais vision ça trop pas. simpliste, le bien, le mal, les gentils, les méchants. Mais ça marche pas. Mais c'est ce qui est à l'œuvre dans bien des cas. Oui, c'est ce qu'a fait d'ailleurs, ce qu'ont fait les États-Unis sous George W. Bush. Mais au bout du compte, est-ce que ça n'est pas un peu ce qu'a fait la France aussi? On peut regretter qu'il y ait une certaine influence de ce qu'on appelle le courant néoconservateur américain, une vision occidentaliste des choses qui ont conduit qu'Obama n'a pas eu. Qu'Obama n'a pas eu. Il a été élu pour faire l'inverse, donc il s'est mis en retrait, ça a été critiqué, mais c'est vrai qu'il y a une vision binaire, simpliste, occidentaliste, dont on voit les effets négatifs. C'est une approche qui a échoué. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des écoles idéologiques, binaires, manichéennes, chimériques. Il y en a beaucoup. Mais je dis qu'au bout du compte, ça ne marche pas. Et donc on est bien obligé de voir que même en partant de principes moraux tout à fait respectables, on s'est auto-marginalisé. Et que si on veut rentrer dans le jeu, il faut admettre que les Russes, que cela nous plaise ou pas, soient essentiels dans ce jeu. Même Obama est obligé de laisser Kerry tenter de négocier jusqu'à ce qu'il y ait une suite. Donc ce qui est en train d'être fait, à juste titre, par la France sur l'avenir de l'Irak, je pense qu'on doit le refaire de façon encore plus nette sur la Syrie, mais ça suppose qu'on accepte de parler aux Russes. Oui, alors... Voilà. Et leur parler correctement. Correctement. Parce qu'il a les clés du jeu. Il a les clés de la partie. Quoi qu'on pense de lui, il a les clés, oui. Alors, justement, repartant sur l'idée réaliste que vous incarnez, le réaliste, Bachar el-Assad contrôle l'ouest du pays, 80% donc de la population. Ils vont reconquérir toute la Syrie non désertique. Voilà. Alors, est-ce qu'un réaliste dirait que Bachar el-Assad a gagné contre les rebelles ? Pour le moment, le réaliste dit que la Russie a empêché la chute de Bachar el-Assad. Maintenant, Bachar el-Assad est tellement dépendant des Iraniens et des Russes,
et les Russes ne sont pas enchantés, qui dépendent également beaucoup des Iraniens. Et que ce n'est pas une victoire d'Assad tout seul, en fait. Donc le réaliste se dit aujourd'hui... C'est syro-irano-russe. Qu'est-ce que la Russie va faire de cette victoire? Poutine a fait un retour dans le jeu en disant la Russie paillasson, c'est terminé. Donc je suis là. Il emploie des procédés que nous détestons pour réimposer sa présence dans le jeu, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Peut-être que les Occidentaux pourraient tenter de reparler avec lui en disant puisque vous avez les clés, vous ne pouvez pas simplement avoir une victoire militaire. Ça vous conduit à quoi, en fait? Vous posez dans votre livre une question. Il pourrait jouer un rôle important qui retransformerait son image et celle de la Russie. Là-dessus, la France peut parler. Dans votre que la France livre, devrait parler aux Iraniens et aux Saoudiens. Enfin, il y a beaucoup de choses que la France peut faire, même quand elle n'a pas les clés principales. Frédéric, je voulais en finir là-dessus, mais vous posez deux questions dans votre livre. Vous dites la première, les Européens et les Occidentaux ont-ils eu une politique intelligente vis-à-vis de l'URSS quand elle s'est effondrée, donc la nouvelle Russie, et deux, Poutine est-il dangereux? Est-ce que vous avez trouvé des réponses à vos questions? Dans les 25 dernières années, ça commence donc dans la période Mitterrand, ce que je raconte, la fin de l'URSS, Gorbatchev, la suite, etc. Comment Kohl et Gorbatchev, Kohl et Mitterrand, pardon, essaient plutôt d'aider Gorbatchev. Mais les anglo-saxons disent non, ils ont perdu. Vae victis. Mitterrand comprend jusqu'où Gorbatchev ne peut pas aller trop loin, en quelque sorte. C'est ce que vous expliquez. Il pense, en gros, que ce que fait Gorbatchev est dans notre intérêt. Ouais. Il pense qu'il est sincère. Il comprend très vite que Gorbatchev n'emploiera plus la force pour maintenir les régimes en Europe de l'Est. Et aujourd'hui, la France ne sait pas comprendre Vladimir Poutine? Alors ça commence à longtemps, parce que Poutine, dans les 2 premiers mandats, c'était moins compliqué de travailler avec lui. Moi, je l'ai rencontré souvent comme ministre. Ouais. Bon, il faut distinguer le Poutine 3e mandat de ceux d'avant. Et quand Poutine fait le retour en disant maintenant... C'est une revanche aujourd'hui, en quelque sorte? Il y a une revanche, mais pas personnelle. Il y a une revanche sur ce qui était ressenti par les Russes comme une humiliation. Ouais. Mais maintenant, ça va. Il a effacé l'humiliation. Il a 70% de popularité. Quand il récupère la Crimée, c'est 80%. Bon, ça va. Il pourrait se permettre, si certains dans le monde arrivent à lui parler, mais je ne sais pas s'il écoute Hollande ou Merkel ou Obama, ou peut-être personne pour le moment. Donc il pourrait y avoir une sortie par le haut, quelles que soient les horreurs insupportables de la guerre civile en Syrie. Donc c'est pas complètement fermé, le jeu n'est pas fini, mais il faut qu'on ait le réalisme d'accepter qu'on repart d'un jeu et où on n'a pas grand-chose en main, mais on n'a pas rien non plus. On est toujours en manque permanent, enfin, il y a des choses que l'on peut faire. Regardez, récemment, la France a eu un succès magnifique avec l'élection du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui est formidable. Oui, en plus, il est francophile, il est très bien. Il y avait tout un groupe contre lui, au début les Russes, Madame Merkel, je ne sais pas pourquoi. Bon. Et donc, la France a des cartes encore aujourd'hui. Je voudrais qu'on dise un mot des États-Unis et je voudrais qu'on parle de l'Europe si on a le temps. Bon, il est probable que Hillary Clinton gagne cette élection. Elle appartient à une école plus interventionniste qu'Obama. À quoi pourrait ressembler une des États-Unis, enfin l'Amérique, en termes de politique étrangère, avec Hillary Clinton? D'abord, je pense que même si elle écrase Trump, ce qui est probable, et il aura peut-être quand même 42, 43, 44% des Américains qui auront voté pour lui. C'est extraordinaire compte tenu de son agressivité, de sa vulgarité, de tout ce qu'on a vu. C'est extraordinaire qu'elle n'ait pas 20 points d'avance sur lui. Mais c'est extraordinaire qu'il ait survécu jusque-là. Oui, c'est ça. Mais ça dit quoi, ça, de la société américaine ou de l'état du monde? C'est pas des fascistes, les gars qui votent pour lui. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'électeurs américains tellement furieux contre la mondialisation. Là-bas, c'est pas l'Europe, c'est la mondialisation, qui sont prêts à voter pour lui en dépit du fait qu'il est révulsif sur beaucoup de plans. Donc ça traduit une fureur dont elle ne pourra pas ne pas tenir compte. Donc elle va être obligée sur le plan interne de s'occuper de ça en priorité. Ouais. Puis il y a un enthousiasme qui est assez faible par rapport à elle. Donc elle va s'occuper de ça. Comme c'est quelqu'un de sérieux, de rationnel, je pense qu'elle va prendre les dossiers. Je ne crois pas qu'elle soit impulsive. Et donc je ne pense pas qu'elle va corriger la politique étrangère américaine tout de suite. Au bout de 6 mois, 1 an, oui. Et c'est vrai que dans le passé, elle était par exemple pour la guerre en Irak. Tout à fait. Donc elle aura une tentation interventionniste. Mais je ne sais pas ce qu'elle fera en vrai dans le monde réel de maintenant. Porter, comme dit l'autre. Avant de passer la parole à Frédéric sur l'Europe, on va parler des populismes. Vous dites, vous, c'est un mot valise. Mais comment expliquez-vous son expansion partout, en Europe, aux États-Unis, en Europe avec la Pologne, avec la Hongrie, avec la Grande-Bretagne, et le Philippin qui traite Obama de fils de pute et qui décide de s'allier
Historiquement, il était allié aux États-Unis. Il a décidé de s'allier avec la Chine. Mais le Il avait fait un doigt d'honneur à l'Europe. Le philippin, c'est de la grossièreté, c'est pas que du populisme. Non, le populisme en général, c'est un vote de colère de gens qui se sentent abandonnés Ah oui, mais c'est... et méprisés. Oui, mais... Et qui se font insulter dans les médias toute la journée, donc ils sont encore plus contre tout le système. Et donc ils décrochent par rapport à la mondialisation, par rapport à l'Europe, ceci, cela. Et alors après, ils sont prêts à voter pour littéralement n'importe qui, dès lors que c'est quelqu'un qui dit je vais balayer tous les technocrates, tous les gens de Washington, ou tous les Européens. Voilà. Donc c'est un peuple abandonné qui souffre, et plus on les traite de populistes arriérés, archaïques, souverainistes, le pénistes, fascistes, plus ils votent contre. Donc il faudrait sortir de ce piège. Mais c'est un phénomène qui est quand même très frappant. Dans les pays où il n'y a pas encore la démocratie, les gens espèrent dans la démocratie un jour. Et dans les pays démocratiques, les gens ne croient plus au fait d'être représentés. D'où la tentation d'une démocratie directe et vengeresse, Oui. à la place des gens qui sont censés mal les représenter. Ils votent pour quelqu'un le dimanche, et le dimanche suivant, ils se disent déçus déjà. C'est très compliqué de retrouver une légitimité, un consensus. Et tout à l'heure, vous vouliez parler de François Hollande, mais c'est un cas parmi d'autres. C'est très compliqué de diriger tous les pays dans cet état d'énervement permanent. Et ça ne sert à rien de traiter ça de populisme. C'est un sous-produit, le populisme. Il faut travailler sur les causes du populisme. Oui. Donc moi, je mets en tête ce sentiment d'abandon, qui est évidemment exploité après. Alors, Il ne suffit pas de condamner ceux qui exploitent. le populisme, il existe en Europe, on le voit. L'Europe, vous l'aimez prudemment. Vous n'êtes pas un europhile béat. Je crois d'ailleurs que c'est Eurolâtre. que vous employez. Non, je ne suis pas Vous allez européiste. d'ailleurs publier dans quelques jours un ouvrage qui s'appellera Sauver l'Europe. Sauver l'Europe. Elle est vraiment aujourd'hui mal en point, l'Europe. Elle a besoin d'un traitement. Oui, je pense. Je et pense quoi, qu'elle c'est un est- remède de cheval qu'il faut ou- Eh bien, Ils ont envie de la défendre. les peuples sont en train de décrocher. Ouais. C'est beaucoup plus grave que l'afflux des réfugiés ou des migrants. Mais Ou mais les ceci provocations de explique Poutine. parfois cela aussi. Ceci aggrave. Non, on n'explique pas, mais aggrave. Ouais. Vous voyez, ça attise. Donc le fait qu'il y ait des anti-européens, vote Brexit, les 15% en Allemagne du parti anti-euro, en Allemagne, Ouais. les Polonais, tout ça. Ouais. Il y a les anti-européens, il y a ceux qui sont simplement sceptiques. Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas convaincu, oui, sceptique. Et les médias ont tort de parler d'eurosceptiques à propos de ceux qui sont contre. Marine Le Pen, elle n'est pas eurosceptique, par exemple. Elle est... Elle est anti-européenne. hein. Oui. Anti-européenne. Mais- Après, vous avez il nous reste peu de tous temps. ceux que Est-ce que vous Juncker- pouvez nous on dire vient à de voir quoi la photo. ressemblerait une Europe que les Européens pourraient aimer? Eh ben, il faut récupérer le consensus des peuples. Rendre du pouvoir au peuple, la rendre plus démocratique à nouveau. Oui, alors il faut voir comment, parce que est-ce que le Parlement européen est la solution? Je ne crois pas. Qu'il faudrait montrer aux Européens, au peuple européen, qui sont en train donc de se détacher de tout ça. Il n'y a plus que 15 à 20% de vrais pro-européens. Les européistes stricts, c'est 1%. Bon. Il faudrait leur montrer que l'Europe n'est pas une machine qui cannibalise, qui vampirise. Ce qu'ils ont gardé comme identité à laquelle ils tiennent, de souveraineté, ils y tiennent quand même, sécurité dont ils ont besoin. Donc même si ces demandes peuvent choquer certaines personnes, il faut dire il peut y avoir une réponse raisonnable à ces demandes-là, plutôt que de les condamner. Et quand Juncker, le président de la Commission, on a vu son image il y a quelques secondes, dit on a eu tort de réglementer à outrance, on a rendu allergiques des tas de gens qui étaient normalement pro-européens, je pense qu'il met le doigt sur un vrai sujet. Donc il faut que la Commission s'occupe de choses importantes d'avenir et pas forcément de ce qu'elle prétend régenter aujourd'hui. Il faut que les gouvernements arrêtent de demander à la Commission de surréglementer. Il faut redonner de l'espace à la démocratie au niveau national. Il y a toute une sorte de... Il faut remettre le système dans le bon sens, mais le système, comme tous les systèmes, est plutôt porté à l'immobilisme. En tout cas, le vrai danger, il est interne. Est-ce que le Brexit va rester un cas unique? Tant que c'est la situation actuelle, oui. Tant que la négociation s'annonce très dure, oui. Si par hasard la Grande-Bretagne s'en sortait et rebondissait avec le nerf dont le peuple anglais, qui est exceptionnel, a montré dans des moments encore plus tragiques, là, il y a une menace pour le système européen si lui-même il ne s'est pas rétabli. Et Donc il faut que le Brexit, ce n'est pas qu'une aberration britannique. Hein. ça peut être une... Ça traduit un malaise plus large. Donc il faut que le système européen se réforme et arrête de vouloir décider de tout à la place des gens. Il faut redonner de l'espace et de l'oxygène démocratique. Il faut que l'Europe se concentre sur des questions d'avenir. J'ai qu'un exemple à citer, c'est faire un Schengen qui marche, avec des frontières vraiment contrôlées. Ça, il y a unanimité là-dessus. Donc c'est pas perdu, c'est pas perdu. Mais il y a du boulot. Merci Hubert Védrine, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci Roselyne. On se retrouve. Bonne la semaine soirée, prochaine. à bientôt. Bonsoir.